Bonjour, bonsoir chers téléspectateurs. Alors nous voilà réunis pour l'émission du mois de mars avec au programme une personne très très riche que nous avons eu envie de vous faire connaître et j'espère que vous aurez aussi du plaisir à vivre ce que nous vous proposerons à travers ses œuvres et son cinéma et ses ouvrages. Alors je vous parlais donc de Madame Clarisse Bagoé-Dubosc. Bonjour Clarisse. Bonjour. Voilà, Clarisse est notre invitée aujourd'hui, vous l'avez compris. Je vous souhaite donc de suivre attentivement ce qu'elle vous dira d'elle et ce que mes complices vous diront également, parce que j'ai deux complices aujourd'hui, donc Geneviève Nicolas. Ouais. Bonjour Geneviève. Bonjour Juliette. Bonjour Catherine. Bonjour. Catherine et Marc. Voilà, deux complices qui ont lu les deux romans de Clarisse et qui vont vous en parler. Mais avant, j'aimerais vous dire, donc, si vous avez envie de faire remonter des observations à Madame Bagoé-Dubosc, eh bien, vous pouvez passer par Zouk TV et l'email c'est rédaction Zouk TV en un seul mot, @gmail.com. Voilà. N'hésitez pas à écrire, vous êtes un petit peu... c'est vrai, on apprend quand on passe dans les rues, quand vous nous rencontrez, que vous êtes content de ce que nous vous proposons, mais voilà, par écrit, vous ne nous envoyez rien, aucune remarque. C'est un peu dommage parce que ça fait vivre l'émission et puis peut-être qu'on aura envie de vous présenter des gens que vous aurez envie de connaître. Voilà. Alors, ce que je veux vous dire de Clarisse, c'est que c'est une femme d'une très grande richesse et les multiples activités culturelles, artistiques qui l'occupent sont autant de manifestations de son génie. En tout cas, c'est cela qui m'a fait m'intéresser à elle. Donc nous n'aurons pas assez d'1h30 pour échanger avec elle sur ses activités parce qu'elle est cinéaste, elle est écrivain, elle est artiste peintre. Donc nous essaierons donc dans cette heure et demie d'éveiller votre curiosité sur sa personnalité qui a sans doute beaucoup à nous apprendre, notamment sur le refus des déterminismes. Et pour ceux qui ont fait de la sociologie, je crois qu'ils savent ce que ça veut dire, les déterminismes de classe et de genre, sur la volonté d'entreprendre, sur l'estime de soi et la confiance en soi, sur la détermination à être et à rester dans le beau, c'est-à-dire dans ce qu'on appelle en philosophie l'esthétique. Donc à dépasser, on va dire, les petitesses de ce monde. Donc voilà ce que votre activité artistique m'inspire, Clarisse. Je ne me sens pas dans l'exagération en vous présentant ainsi aux téléspectateurs. Est-ce que de votre côté, vous avez cette définition de vous? Ou bien est-ce que vous avez une autre façon bien personnelle de vous définir? C'est difficile de parler de soi. Là, vous m'avez fait beaucoup de compliments. Je suis ravie. Non, je dis ce que je me ressens comme une femme vraie, naturelle, et puis spontanée. Je me ressens comme ça. Je ne sais pas si je pense que je suis très audacieuse aussi, que je prends beaucoup de risques. J'aime bien me mettre en danger. Je crois que je l'ai vu dans votre volonté d'entreprendre. Oui. On n'entreprend pas si on est frileux. Et je crois qu'on le sent. Puis c'est une manifestation aussi du génie propre, de vouloir pousser ses limites toujours un petit peu plus loin. D'accord. Oui, j'aime bien. Oui, alors définition de vous-même, c'est si restrictif? Non, définition de moi-même, j'ai du mal à parler de moi parce que c'est difficile. Qui suis-je? Qui je suis? Je suis née à Casablanca, je suis d'une famille antillaise, ma mère est du Marigot, mon père est de Fort-de-France. Je suis ce qu'on appelle une négropolitaine, si vous voulez. J'aime pas ce terme, mais j'emploie parce qu'il veut bien dire ce qu'il veut dire, puisque j'ai vécu souvent à l'étranger, enfin ailleurs, pas en Martinique. Et je suis arrivée en Martinique, j'avais déjà 32 ans. Mais j'ai reçu une éducation très antillaise. Quand je dis ça, c'est que j'ai reçu une éducation, il ne fallait pas parler créole, avec des valeurs antillaises, tout en vivant en France. Avec un père militaire, on a vécu beaucoup en Indochine, pendant 7 ans quand même. Ça marque une vie, puisque c'était de 6 ans à 13 ans, moment d'adolescence. Et je me suis
formée comme ça. Après, nous sommes rentrés en France. Donc j'ai eu mon premier petit ami, ça a été un métropolitain. Le premier garçon que j'ai embrassé, c'était un métropolitain, un Français, vous voyez. Donc je suis dans les... Et tout en ayant mon éducation antillaise. Donc je suis quelqu'un qui... Je suis aussi bien en Martinique, que je connais bien, et aussi bien en France. Et je suis, pour cette raison, peut-être un peu audacieuse, je prends des risques, je fonce, mes enfants sont comme ça. J'ai 2 filles, Camille Mauduèche, Julie Mauduèche, sont mes 2 filles. Et elles sont un petit peu comme moi, elles ont une mère fonceuse. Je crois que j'ai assez parlé de moi. Bon. Je peux continuer. Oui, elle pourrait continuer, chers téléspectateurs. Ça vous permettrait de la connaître un petit peu mieux. Voilà, elle vous a dévoilé quelques-unes de ses facettes, en tout cas de sa biographie, quelques éléments. Mais on va entrer tout à l'heure un peu dans ses œuvres, parce que je vous ai dit qu'elle est multifacette. Hein, elle a plusieurs cordes à son arc et elle les maîtrise, vous verrez, relativement bien ou très bien. Moi, je ne sais pas noter ça, mais on entre dans ces films, par exemple, ceux qui sont des courts-métrages, on entre vraiment dedans. Je n'ai pas eu le temps de lire ces 2 romans complètement. Le premier, si, mais le deuxième, non. Mais voilà, on est dans quelque chose qu'elle maîtrise et elle n'est pas forcément dans les standards académiques pour décliner son art et ses factures, différentes factures, mais elle est vraiment dans une appropriation de ces arts-là, notamment du 7e art, et elle en fait des choses qui lui valent d'être reconnue aussi dans son monde, dans l'univers des peintres, notamment, l'univers des cinéastes, et aujourd'hui, je pense, dans l'univers des écrivains. Donc voilà, c'est une... J'ai parlé tout à l'heure de son génie, parce qu'elle entreprend, et je pense que Clarisse, vous ne nous avez pas dit que vous êtes quelque part autodidacte dans ces œuvres-là, ces arts-là. C'est très important. Oui, c'est ça. Je n'ai jamais fait d'école d'art. Je peins sans avoir fait d'école d'art. Et je n'ai jamais... L'écriture, bon, je n'ai pas fait des études extraordinaires. En seconde, je me suis fait renvoyer du lycée parce que je fichais rien. Bon, arrivé en seconde, c'est pas une classe où j'ai jamais passé de bac. Mais j'étais une très bonne élève de français. J'avais toujours de très bonnes notes en français et en sport, parce que j'étais très sportive. Et dans le cinéma, je suis complètement autodidacte. Quand j'ai décidé de faire du cinéma, ma fille, Julie Mauduèche, était la femme de Mathieu Kassovitz. C'est pas important ça, mais je suis obligée de le signaler. Et c'est Mathieu. Elle a joué d'ailleurs le film La Métisse. Voilà, oui, c'est Mathieu qui venait à la maison, il avait 19 ans, elle avait 16 ans, ils étaient petits copains, petites copines. Toutes les vacances, il venait chez nous au Diamant. Et je le voyais écrire son Métisse, je le voyais écrire son travail. Et tous les soirs, pas tous les soirs, quelquefois il me disait, voilà ce que j'ai écrit cette scène. Et moi, ça me faisait envie. Je disais, mais quelle chance de pouvoir écrire comme ça. Bon, puis après, ça s'est passé. Et quand après, bien longtemps après, 1 an après, j'ai écrit mon premier long métrage qui s'appelait Moi j'aime Lido, qui était l'histoire d'une jeune fille qui vivait dans la banlieue parisienne, enfin, toute une histoire, 250 pages de scénario. J'ai d'abord quand même pris le petit manuel de Jean-Claude Carrière qui vous apprend à écrire cinématographiquement, parce qu'on n'écrit pas comme ça un scénario. Donc j'ai lu ce bouquin, mais vous savez, quand je veux quelque chose, j'y vais et je l'obtiens. Donc j'ai lu ce bouquin, j'ai bien compris, j'ai dit tiens, c'est comme ça. Il vous dit que quand on écrit un scénario, c'est le film qui défile devant vos yeux. Vous devez tout écrire. Chaque pensée, si votre personnage, par exemple, n'aime pas quelque chose, vous ne devez pas dire mon personnage n'aime pas ça, vous devez faire transparaître à travers un visage, et ça s'écrit. Il était comme ça, il fermait les yeux, il bougeait là, tout s'écrit. Et puis il y a une façon d'écrire. J'ai tout étudié et j'ai écrit mon premier long métrage. J'ai écrit un second long métrage, j'en ai écrit 3. Moi j'aime Lido, Rumba 57, qui se passait dans les Bals Nègres à Paris dans les années 60, et Une femme antillaise, Louise, femme antillaise. Et j'ai amené ces 3 scénarios
un comptable spécialisé dans le cinéma parce que j'ai voulu monter ma société de production de cinéma. Et les scénarios ont été acceptés. Très bien. Et j'ai eu ma société de production de cinéma montée. Et les films ont été montés ? À partir du moment où vous avez cette société de production de cinéma, vous pouvez faire des courts-métrages et vous avez des sponsors qui vous donnent de l'argent. Le conseil régional m'a aidé, le conseil général m'a aidé, je les en remercie. Et j'ai pu faire mon premier court-métrage qui s'appelait La porte qui claque. Mais c'était pas fini l'histoire. Il suffit pas d'écrire, il faut trouver une équipe qui veut bien travailler avec vous. Vous êtes qui? Vous n'êtes rien. Vous avez écrit et vous n'avez pas fait d'école de cinéma. Vous ne savez pas ce que c'est, comment on se sert d'une caméra. Vous n'êtes pas du milieu. Alors qui va vous suivre? Bon, je connaissais quand même, j'avais quelques relations, puisque mon beau-frère faisait Louis Lumière, ma sœur faisait cinéma, ma fille Camille commençait l'école de cinéma, alors, et ma fille Julie était déjà actrice quand même. Donc je me suis dit, je vais prendre mon petit scénario, je vais l'amener à une équipe que m'avait conseillé Julie, et quand ils ont lu le scénario, ils ont été attendris par l'écriture, et donc j'ai eu 30 personnes sur un plateau, mais c'est très très dur pour moi. Parce que j'étais quand même, comme on dit, je vais employer un gonflé pour faire ça. J'étais comme ça, j'étais tremblante. Une grosse caméra, j'avais un caméraman. Mais qu'est-ce que c'est qu'un réalisateur? C'est pas celui qui est derrière la caméra, toujours. C'est celui qui a son scénario, qui a écrit l'histoire, et c'est lui qui dirige toutes ces personnes-là. Imaginez-moi comme j'étais mal. Mais on le dit, peut-être que le fait de ne pas connaître justement le milieu, l'inconscience a fait que justement l'audace, parce que vous avez parlé de votre audace, et l'audace à la limite vient, et cette sorte de, c'est une qualité qui vous fait franchir le pas des retenues ou des craintes, des peurs qu'on a, qui nous sclérosent quand on sait d'avance comment les choses se passent. Et souvent, c'est aussi d'avoir voulu oser. C'est pour ça que je disais que vous étiez entreprenante et que vous étiez, vous sortiez des déterminismes, parce que vous ne vous êtes pas dit, comme beaucoup de gens, voilà, je n'ai pas appris le cinéma, je ne suis pas allée dans une école, donc ça n'est pas pour moi. Vous vous êtes approprié cet art-là. Vous voyez, chers téléspectateurs, pourquoi je voulais vous présenter Clarisse. C'est justement parce que dans mon émission, j'aime vous présenter des gens qui défient les lois de la pesanteur, pour parler comme on parle en chimie ou en physique. Non, c'est plutôt les lois de la physique. Voilà. Pour vous dire que, voilà, on peut parfois sortir des déterminismes, mais par le courage, la volonté. Puis quand on est habité par un désir très fort de pénétrer des univers qui nous sont fermés, voilà, on peut se les ouvrir, mais Clarisse a précisé combien elle a travaillé. Elle a travaillé parce qu'elle voulait accéder à cette sphère-là et elle y est arrivée. Ça veut dire qu'en même temps qu'il faut qu'on se projette dans des choses, dans des activités, des domaines qui nous sont théoriquement fermés, mais il faut savoir qu'on ne peut pas s'ouvrir ces portes-là sans beaucoup de travail, d'assiduité et de sérieux. Voilà. Donc, je pose encore une question à Clarisse et après, je viens à mes complices. J'en viens. Clarisse, alors, je sais que vous habitez, vous êtes répartis sur 3 territoires. Voilà, alors je ne sais pas lequel sol reçoit le plus souvent, le plus fréquemment vos pas et vous sécurise le plus. Écoutez, je vis, en effet, je vis à la Martinique. La Martinique, c'est mon lieu. C'est un lieu que j'ai choisi de vivre à la Martinique, parce que je suis martiniquaise. Parce que j'entends souvent dire « Ah, c'est pas une Martiniquaise », et ça me vexe beaucoup. En parlant de vous ? Oui, je suis martiniquaise. Je vis dans le Var, parfois, parce qu'on a une maison dans le Var, et je vis à Paris pour mon travail, pour des expositions, et puis pour la culture aussi, pour voir des tas de choses. Je vis à Paris. Mais mon lieu, c'est la Martinique. D'accord. Voilà, une terre, pas seulement une terre d'accueil, mais une terre la terre de vos racines. Vous avez dit que vous venez du Marigot et du Marais de France. Ma mère est du Marigot et mon père est de Fort-de-France. Voilà. Donc, voilà, une Martiniquaise, je ne sais pas. Bon, il y a peut-être
chez des représentations chez certains des nôtres qui vont chercher aussi la martinicanité dans des aux confins de territoires qui sont encore à définir. Voilà. Voilà, merci Clarisse pour ces précisions. Et je passe à vous deux. Alors, je ne sais pas laquelle veut se présenter. Geneviève veut commencer? Eh bien, oui, Geneviève Nicolas, j'ai dit. Je suis auditrice à l'UTL en sociologie. Et j'ai eu l'occasion de connaître Madame Clarisse Dubosc par vous, Juliette. Hein. Et puis, j'ai connu aussi ses peintures sur Internet, j'ai eu l'occasion de voir, et puis dans sa galerie Toute Coulée, au Trois-Îlets. Bon, ces tableaux, j'ai remarqué que dans ces tableaux, il y a beaucoup de couleurs, notamment le bleu et le rouge. Et puis, il y a souvent aussi des femmes. Oui, elle traite essentiellement des femmes. On va parler tout à l'heure de ces tableaux. De ces femmes. D'accord. Alors, vous avez plutôt lu un de ces romans? Oui, alors moi j'ai plutôt lu ces romans. On a eu l'occasion de lire ces romans. C'est 2 romans qu'elle a écrit, 2 romans. Lucie, d'abord Buisson Joyeux et Lucie Solitaire. D'accord. Donc on va en parler tout à l'heure. D'accord. Catherine? Oui, bah écoutez, moi je suis votre cours à l'université du Temps. Il fallait pas le dire. Non, c'est pas grave du tout. Non, en fait, on a une activité, pardon, téléspectateurs, on a une activité de l'université du temps libre et voilà, on essaye d'ouvrir aussi sur la société. Oui, et donc, de toute façon, je connaissais déjà Clarisse Bagoé-Dubosc puisque je connais ses peintures, puisqu'il y a plusieurs expositions qui ont eu lieu déjà. J'ai connu là la littérature puisque je ne savais pas que vous écriviez, mais bon, ça m'a permis de lire et de connaître une autre facette de votre talent. Et puis j'espère voir bientôt les courts-métrages parce que ça aussi, ça me donne de la curiosité et j'ai envie de les voir. Bon, mais c'est vrai que par rapport aux couleurs que vous exprimez, on sent bien que c'est des couleurs de la Caraïbe. Si ce n'est pas des couleurs martiniquaises, en tout cas, ce sont des couleurs de la Caraïbe, très colorées et très, très vifs. Et, bon. Je ne sais pas, mais je pense que c'est... Voilà, on aura l'occasion d'en parler, mais bon, on n'est pas là pour faire le procès de qui est martiniquais ou qui ne l'est pas. On travaille autour d'œuvres d'une personne dont je vous ai dit, de laquelle je vous ai dit qu'elle est très riche. Et surtout, moi, ce qui m'a intéressé dans son parcours, dans sa trajectoire, c'est cet esprit d'initiative qui est celui d'un entrepreneur et qui décide de s'approprier les choses que la société a catégorisées, classifiées et a autorisé d'accès à certaines couches et fermé à d'autres. Et Clarisse dit, voilà, j'ai une créativité forte en moi, j'ai un appel, j'ai envie, etc. Mais elle n'a pas envie n'importe comment. Je vous ai dit que c'est quelqu'un qui travaille énormément pour maîtriser les arts qu'elle a la prétention dans lesquels elle a la prétention de s'exprimer et elle le fait à merveille. Voilà. Donc, de profession, vous étiez Catherine? Moi, je suis ingénieure et pour l'instant, je suis architecte. Voilà, et puis... Moi, j'étais professeure. D'accord. Oui. Voilà, nos 2 complices ont une culture aussi, une grande culture générale, donc on va pouvoir peut-être débattre en tout cas, vous proposez une petite analyse critique ou alors tout à fait laudative du travail de Clarisse. Alors, on va commencer par son activité de scénariste. Donc, vous êtes d'accord à vous définir comme scénariste, comme réalisatrice, comme artiste peintre et réalisatrice, enfin cinéaste. Cinéaste, voilà. Donc, elle a 3 grosses casquettes, vous voyez. Écrivain aussi. Écrivain, c'est lourd à porter, mais voilà, on verra. Alors, je ne sais pas, vous êtes réalisatrice donc, de quelques films, vous avez déjà un petit peu expliqué comment vous êtes entrée dans le cinéma de manière tout à fait autodidacte, mais maîtrisée par le fait que vous avez trouvé un outil pédagogique qui vous a permis, puis vous aviez dans votre proximité quelqu'un qui vous a peut-être donné envie d'y aller voir de plus près. Et donc vous avez écrit un certain nombre de scénarios de films. 4. Plusieurs. 4. Au 5 métrages aussi.
En nous crier, je ne l'ai pas vu. Donc sur ce DVD, il y en a 4. Alors, j'ai vu, donc votre filmographie, c'est La porte qui claque, magnifique. Le cri, on va vous en présenter un petit extrait tout à l'heure. Le petit plat d'Accra, c'est ça. Et puis un petit plat d'Accra, lait grenadine qui est aussi très très touchant. Magnifique. C'est vraiment. Moi j'adore. Et puis l'autre, c'est En nous crier, mais qui n'est pas sur le DVD. Voilà. On peut le trouver dans le commerce, Clarisse, non? Pas Oui, vous pouvez. Non, pas. Excusez-moi, non, on ne peut pas trouver dans le commerce. Voilà, donc ces films-là ne sont pas dans le commerce. Alors, surveillez quand ils passent à la télé parce qu'ils sont à voir absolument. Alors, ça, c'est la filmographie. Je voudrais donc vous demander déjà pourquoi est-ce que vous avez voulu vous lancer dans l'aventure du cinéma, en dehors du fait que vous n'étiez pas du milieu, que vous avez maîtrisé cet art, que vous avez écrit. Tout à l'heure, on verra que vous travaillez plusieurs formes d'écriture. Hein. Ça aussi, c'est pas simple. Écriture romanesque, écriture théâtrale et écriture, qu'est-ce qu'on dit, filmique. Oui, écriture filmique. Filmique, enfin de scénario. Oui. Scénario. Donc voilà, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans cette aventure du cinéma, à part l'attirance le désir plutôt d'être, voilà, de faire avec ceux de votre entourage déjà? Oui, mais ce qui m'a donné envie, c'est que depuis très jeune, je racontais des histoires à mes frères et sœurs. Ça paraît banal, mais c'est ce qui m'a donné envie. Je racontais des histoires à mes frères et sœurs. On était 7 enfants. Mes 2 frères partis, ma sœur aînée partie. J'étais donc l'aînée après. Et il en restait encore 4. Je compte pas. Oui, et tous les soirs, on racontait des histoires et on fabriquait, c'était déjà artistique d'ailleurs, avec des têtes d'acteurs que nous prenions sur Cinémonde. On leur faisait des corps en papier et je faisais des films. Tous les 4 frères et sœurs étaient autour de moi au centre, et on les faisait bouger. Et c'était souvent des histoires d'amour. Et c'était incroyable. Et ma mère, vers minuit, 1h du matin, voyait notre chambre allumée et venait nous gronder et d'aller nous coucher. Mais le lendemain, l'histoire continuait parce que le film n'avait pas été terminé. Et on continuait ce film. Donc ça, c'est pas une anecdote, c'est vraiment quelque chose d'important. Et bon, après, plus tard, je suis partie, je reviens donc à mon envie de cinéma, mais j'ai toujours raconté des histoires. Et ce qui m'a donné envie de raconter l'histoire, c'est que je racontais toujours. Et je me faisais toujours mes scénarios dans mes films. Et puis à un moment donné, j'ai dit, je vais me lancer, je vais écrire une histoire et je veux la mettre en scène. Il n'y a pas de raison, parce que moi, c'est comme ça que je fonctionne. Je dis, bon, lui, il écrit, il fait du cinéma, et pourquoi pas moi? Pourquoi je ne ferais pas ça? Puisque j'ai envie, c'est en moi. Je ne vais pas rester frustrée à ne rien faire. Je prends le risque. Si c'est réussi, c'est bien. Si c'est pas réussi, mais j'aurais foncé. Puis La porte qui claque, il y a un succès fou. J'ai donc fait ce film avec une équipe de 30 personnes de professionnels qui me regardaient pas du tout qui me snobaient pas du tout parce que j'assurais bien. J'avais peur, hein, mais j'assurais. Ça se voyait pas. Et je faisais mon petit truc tranquille. Et le film a eu un succès fou puisqu'il a été sélectionné aussi à Clermont-Ferrand. À Clermont-Ferrand. Alors, sur votre page Google, on peut visionner, avant même de chercher d'autres informations sur vous, on peut visionner le film Le Cri. Oui. Vous m'avez dit qu'il a été primé également? Le film a été primé au Festival de Clermont-Ferrand en officiel. Et les professionnels qui écoutent cette émission, enfin les professionnels du cinéma, savent ce que c'est que le Festival de Clermont-Ferrand. C'est un festival de professionnels, c'est le plus beau festival, le plus pro, le plus pro. Et il est en officiel de région. D'accord. Le Cri. Et donc sur votre page, ce film-là, pourquoi pas La porte qui claque? Mais La porte qui claque, il y a aussi, non? C'est celui qu'on voit. Il y a sur ma page Google. On clique. Sur la page Google, il y a, quand on entre, c'est Le Cri. Parce que prêt à être vu. Le Cri a été acheté par plusieurs chaînes de télé, Canal+ Italie, Canal+ Belgique, et puis Canal+ Espagne, plusieurs chaînes de télé, Canal Cinéma, il est passé. La porte qui claque aussi, pourtant. Hein.
Mais Moi, comme j'avais déjà visionné vos autres courts-métrages, ça n'était pas. Mais j'étais très heureuse de voir, d'entrer sur cette page et de voir que c'est le cri qui figurait. c'est le plus important. C'est le plus important et c'est peut-être aussi cela qui donne. Alors, on ne va pas essayer de catégoriser votre cinéma, non plus de le mettre dans des cases desquelles vous aurez du mal à sortir, mais essayer de comprendre aussi pourquoi ce thème-là, pourquoi ce choix de parler d'une petite fille de 12 ans, d'une adolescence. Alors, ce que je vais vous proposer, chers téléspectateurs, c'est de regarder l'extrait qu'on a choisi pour vous. Et nous allons revenir en discussion sur ce court-métrage. I'm right in the front, you dig? Hey, when I give you these keys, homeboy, don't move my car, man. Oh, baby, what's your name? Bon.
petit. Voilà, chers téléspectateurs, j'espère que vous avez senti l'intensité des scènes et puis tout le drame qui est dit, qui se joue aussi de manière silencieuse. Et elle est perplexe, elle réfléchit, elle va c'est peut-être ça aussi. Ce qui est intéressant dans cette séquence, c'est qu'on a, en fait, vous n'accusez personne, vraiment. Parce qu'on sent que le père est sous le poids d'une sorte de pulsion qu'il aura du mal à maîtriser. Et quand il sort de la chambre, après son méfait, on sent il se rend compte qu'il vient de commettre un crime. Et ça aussi, donc vous touchez à quelque chose qui est vraiment de l'ordre d'un drame, et en même temps, vous n'êtes pas dans la culpabilisation et dans l'enfermement, dans le stéréotype d'accusé, enfin d'accusation, la forme d'accusation qu'on a spontanément envie de prononcer en face de tels actes. Et ce que j'avais envie de vous dire, c'est par rapport aux 3 autres courts-métrages que vous avez produits, on a une scène d'infidélité conjugale. Pas une scène, enfin l'histoire raconte une infidélité conjugale, le cri, le viol et un lait grenadine. C'est un exemple de prostitution. Oui, la prostitution. Le tourisme sexuel, oui. Voilà, un tourisme sexuel, exactement. Oui. C'est une petite jeune aussi qu'on a visée et qui va. Alors ça, c'est voilà des thématiques qui sont absolument dont la dramaturgie, on va dire, a déjà été exploitée et exploitable aussi sur le plan de l'émotion. Mais vous avez une manière très particulière de les mettre en scène. C'est la manière, c'est la patte Clarisse Bagory-Dubosc. Oui, je n'ai pas envie je trouve que c'est déjà des drames, c'est des thèmes qui m'intéressent parce
parce que ce sont des choses que les gens vivent, hein. Le cri, beaucoup de gens ici, ailleurs, vivent ces viols. Mais si vous voulez, je trouve que la première fois que j'ai présenté ce film en Guadeloupe, il y avait après une conversation entre le public et le réalisateur. Je me suis fait huer parce que les gens n'ont pas compris pour quelle raison, la mère mettait sa main sur les lèvres de la petite fille quand elle lui a dit c'est pas. Le papa n'est pas sorti, il fallait se taire. J'ai voulu dans ce film justement, moi, respecter qu'il fallait se taire. Elle lui a mis la main sur la bouche, mais elle ne voulait pas que les voisinages le sachent. C'est normal, c'est normal. Votre mari vient de violer votre fille, vous n'allez pas aller le raconter à tout le monde, c'est pas vrai. Moi, je me suis mis des fois à la place de cette mère, l'aurais-je fait. Et c'est un fait réel, hein, vous racontez. Tout à fait. Que vous racontez. Tout à fait. L'aurais-je fait? Non. On protège sa petite fille. On se protège soi-même, la famille, puis on protège son mari, le père de sa fille. Est-ce qu'on peut protéger en même temps et son mari et sa fille? C'est quand même une question qui est dont on parle beaucoup en ce moment. C'était la journée des droits internationaux de la femme et c'était aussi le sujet qui a été bien discuté entre le viol, l'inceste l'année dernière au moment des droits des femmes. Et là, tout de suite, quand vous dites on doit protéger son mari, peut-être, mais est-ce qu'on protège vraiment sa fille quand on fait ça? Parce qu'il faut quand même ouvrir la parole et dire qu'il faut parler. Maintenant, depuis 5 ans, on a ce genre de discours. Mais avant, non. Alors, le film date de 97. Non, mais c'est qui, en dehors des débats, moi je suis tout à fait d'accord pour qu'on aille dans d'autres formes de débats. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre par rapport aux thématiques que traite Clarisse, c'est comment elle envisage aussi la place de la femme. Et c'est vrai que par rapport à l'époque de sa génération, je ne veux pas extrapoler sur son âge, etc. Mais dire, il y a une manière aussi de parler dans la porte qui claque de l'infidélité, qui est effectivement, alors, c'est raconté de façon, on va dire, très passive dans la place de la femme. C'est-à-dire qu'elle est là, elle subit l'infidélité et elle ne réagit pas. Elle est consolée par ses enfants, mais c'est un sort qu'elle subit. Et vous avez pris le temps de dire, Clarisse, que vous êtes contre cette société qui est déterminée et qui a donné justement, qui a réparti les rôles de manière très inégale et très injuste. Vous êtes en rébellion contre ça. Mais dans les films, justement, dans vos courts-métrages, vous reproduisez cette parole ancienne ou cette posture passive, mais qui va nous permettre, nous, de rebondir et de créer du dialogue, de créer de la discussion et d'expliquer aussi, parce qu'au fond, à mon avis, on ne va pas directement dans de la culpabilisation. On va d'abord dans un état des lieux. Et les films de Clarisse permettent de faire cet état des lieux. Et en même temps, il y a, on va dire, une sorte d'esquisse de révolte. Tout à l'heure, je vous laisse la parole. Hein, une esquisse de révolte il y a quelque chose qui est embryonnaire, parce que le regard de la mère qui se perd dans le vague, on se dit, il faut qu'elle fasse quelque chose. Et forcément, elle fera quelque chose. Mais vous ne donnez pas de réponse. Et vous laissez les gens libres de proposer et de chercher. Et avec l'avancée des problématiques, de ces problématiques-là, aujourd'hui, avec le travail des femmes, etc., on a à mon avis, d'autres
des armes, des outils peut-être pour essayer de faire avancer la condition féminine. Et parce que vous, dans votre vie, vous n'avez pas accepté cette condition-là. Mais vous travaillez quand même sur ce qui a fait la soumission de nos aînés. Qui permet la révolte, justement. Qui permet la révolte. Et c'est ça. Alors moi, ce que je voyais aussi dans votre manière de travailler ces problématiques, c'est cette manière très feutrée de parler des drames. Vous voyez, deux choses qui donnent envie de hurler, qui blessent, mais jusqu'au fin fond de l'être. Vous en parlez de manière vraiment très, on va dire, très contrastée. C'est-à-dire que vous créez un choc qui n'est pas seulement émotionnel, qui est intellectuel. Parce que quand vous intitulez ce court-métrage « Le cri », qui raconte donc le viol d'une petite fille de 12 ans par son papa, on s'attend à ce que l'enfant crie et que voilà, le monde entier soit alerté. Oui. Et puis il n'y a pas un cri, rien. Et pourtant, c'est la force du film, et en même temps la force du silence qui se transforme en cri, qui n'est pas encore entendu, mais qui devra s'entendre. Et c'est donc dans vos autres documentaires, je voyais des souffrances qui sont montrées, donc des personnages sont montrés, mais toujours avec beaucoup de délicatesse. Et j'ai pas le sentiment qu'on est dans le jugement. C'est-à-dire que, alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'on y aille aussi pour faire évoluer les choses. Mais donc on est invité à partager parfois des vies très intimes sans cependant être autorisé à se manifester bruyamment, c'est-à-dire à dire ouais c'est ci, ouais c'est ça. C'est-à-dire que vous-même vous organisez dans la mise en scène, vous organisez une sorte de dynamique et de pression silencieuse sur les personnages comme sur les téléspectateurs, et qui fait que voilà, les choses sont faites, elles sont dites, et voilà, il y a pas, le jugement n'est pas compris dans la scène ou dans la mise en scène de la situation. C'est après qu'on regarde et on va vers ce qu'on fait. Voilà la situation. Et je trouve ça très intéressant parce que on est très souvent dans nos manières d'envisager la réalité, on est à la fois dans le jugement et dans la situation qu'on vit et dans le jugement. Et vous nous restituez entièrement les situations, mais vous laissez des interstices qui permettent qu'on se dise mais ça c'est pas normal. Mais là il s'est passé quelque chose, qu'est-ce qu'on va en faire? Donc je vois la recherche de dignité, c'est-à-dire même quand nous sommes allés dans notre animalité la plus profonde, puisqu'on a la prétention d'être supérieur aux autres animaux, mais nous en sommes, eh bien vous cultivez une sorte vous donnez une dimension à la quête de dignité, la situation elle-même qui appelle une réaction de dignité, vous lui donnez une importance extraordinaire. Oui. Voilà, c'est une valeur morale à vos yeux. Oui, oui, vous parlez tellement bien qu'après vous, je n'ose plus parler. Mais non, je vous demande, est-ce que j'ai bien... Non, mais c'est tout à fait ça, c'est tellement bien dit, c'est tellement ce que je ressens, et j'aimerais tellement pouvoir avoir tous ces mots pour le dire. C'est tout à fait ça, et je suis très émue que vous puissiez bien sentir quand j'ai fait ces films, ce que j'ai ressenti. Et je ne saurais pas aussi bien parler de vous, mais je vais quand même parler en disant oui, c'est quand je reste sur ces films très raffinés en fait. Je traite un sujet difficile, un sujet fort. La jeune femme Corail, dont on vient de voir l'extrait, la petite jeune fille qui tournait dans le cri. J'ai voulu qu'elle aille elle aussi au fond d'elle. J'ai parlé avec elle longtemps avant le film. Je lui ai dit tu vas tourner un truc sur l'inceste. Il faut que tu sentes bien que quelqu'un t'a violée. Et parce que je voulais obtenir ça d'elle. Mais le film reste malgré tout raffiné. Et j'avoue que moi-même, je suis surprise parce que je ne voulais pas qu'il soit autrement. Parce que imposer une vulgarité n'a rien, c'est pas bon. Il faut rester dans le raffinement pour pouvoir justement apporter quelque chose de fort et faire réagir les gens.
Alors c'est pour cela que je disais au départ votre obsession du beau, de l'esthétique. Et donc on le sent. Alors il n'y a pas d'effort à faire, hein, chers téléspectateurs. C'est quand vous visitez les films de Clarisse, vous allez être habité par cette recherche-là et cette nécessité qu'on affronte la vie dans tout ce qu'elle a de perverse dans l'indignité, c'est absolument une valeur qui me semble aussi très importante. Alors je vous laisse la parole par rapport à l'extrait que vous avez vu. Oui. Oui, moi je pense que c'est un état des lieux très, très fort qui est montré avec beaucoup d'esthétisme, et c'est sûr que ce film est très beau à regarder sans regarder l'histoire et la douleur que ça peut être, puisqu'un inceste c'est quand même quelque chose de dramatique, mais c'est très joliment filmé, avec un décor, une simplicité de lieu, etc. Bon, magnifique, un silence aussi extraordinaire, comme vous disiez, en contraste avec le titre même du court-métrage. Mais pour moi, ça dénonce les choses. Enfin, voilà, c'est pas la scène finale, c'est une autre interprétation de la scène finale que je me propose et que j'interprète moi, en disant que c'est une dénonciation de l'inceste, et c'est pas une façon de dire il faut se taire. Au contraire, si vous l'avez filmé, à mon avis, c'est justement pour le dire et le montrer, et pas pour le taire. Voilà, c'était ça surtout mon commentaire. Quand vous dites joliment, c'est joliment filmé, la scène se passe ça se passe dans tous les milieux, à l'inceste. Hein. Là, j'ai choisi un milieu à la campagne, antillaise, petit bourgeois. Joliment filmé, merci du compliment. Je trouve que c'est vrai que c'est joliment filmé, dans des pièces très, très sobres, où il y a le Christ, et je voulais montrer les valeurs des gens de la campagne qui sont des gens bien. Enfin, pourquoi je suis partie là-dedans, attendez. Oui, non, c'est le mot joliment qui m'a un petit peu interpellée, parce que je trouve que joliment, ça donne un côté un peu, comment je pourrais dire, un peu fragile, un peu au film, alors qu'il est très fort. C'est filmé, tout ça. C'est-à-dire le décor dans tous vos films. Le décor est sain. Oui. C'est-à-dire quand vous dites, c'est-à-dire, moi je pense que Catherine voulait vous dire mettre en contraste la violence de la situation et le joliment, c'est ça. C'est la douceur du décor. La douceur du décor fait ressortir. C'est-à-dire le décor est un support. C'est dans un scénario, il met en valeur justement une situation qui est d'autant plus violente que le décor justement n'aurait pas laissé envisager que dans un tel décor une scène aussi violente. C'est ce que Catherine a voulu dire. Oui, c'est ça. Oui, c'est un endroit. Voilà, mais vous n'avez pas exotisé le film de Clarisse, parce que le décor, tout à l'heure j'ai dit à Clarisse qu'elle me rappelait les choses de Pérec dans cette manière qu'elle a, et dans tous les films on voit une importance grande accordée aux objets où ils sont posés, même dans le cri. Au début du film on ne le voit pas là, mais elle descend le long d'une petite commode, une petite commode avec la caméra, elle filme la petite commode et elle arrive aux chaussures de la femme, et ça frappe. Bon, voilà, quand on a une petite culture de cinéma sans grande, mais ça pèse dans le scénario, et c'est d'autant plus joli, esthétique, travaillé, calculé, que après on se dit mais pourquoi, qu'est-ce qui va se passer, parce qu'elle s'en va, et ça prépare justement le drame. Donc les objets et la manière de filmer justement est absolument une composante du drame qui est absolument intense, enfin qu'on vit de manière intense. Mais est-ce que le film le fait que ce soir, c'est volontairement, vous l'avez fait en noir et blanc? Parce que ça joue aussi, ça, non? Le film est en couleur. Il est en couleur. Attends, je vais en noir et blanc, ça monte encore plus. Non, c'est de la couleur. Non, il est en C'est dramatique, quoi. Il est en couleur. Vous avez vu noir et blanc? Oui, je l'ai vu. Non, il était en couleur. La campagne était, je vois, c'était une petite campagne, c'était pas plein soleil, etc. Bon, alors, sur le viol, la manière d'exprimer... Oui, et puis le silence surtout, moi, c'est ce qui m'a frappé, et puis...
On a envie de bondir sur la télé. Quand on le voit surgir de la pièce en sueur, on sent que voilà, ce qu'on redoutait s'est passé, mais on voit ses yeux fous et on se dit, mon Dieu, il est en train de reconnaître qu'il vient de commettre l'irréparable. Mais je suis... Donc maintenant, après, on va prolonger, parce que ça, c'est montré. Clarisse n'est pas allée dans l'assassinat du meurtrier. Oui, elle nous renvoie à quelque chose de nous, parce qu'il a lutté contre sa pulsion, il l'a senti monter, et on l'a vu derrière. Alors la question, c'est pas qu'on va faire cautionner ce genre de choses, oui. C'est qu'est-ce qu'on pourra faire pour, justement, dans des situations comme cela, empêcher que le prédateur qui est en lui se libère et vienne causer le drame qui sera définitif pour cette petite fille qui a 12 ans. Et elle est déjà âgée. Il y a des petites filles bien plus jeunes qui vivent ce genre de drame. Alors là, on est en train, bien sûr, de parler à un autre niveau que de la sociologie pure de ce type de phénomène. Et donc, on va rester aussi dans le questionnement de Catherine, c'est-à-dire, il ne faut pas oublier. Au-delà de l'esthétisme et de tout ça, il ne faut pas oublier. Mais c'est important que le cinéma relaie ces thématiques et que le cinéma nous renvoie une image de nous-mêmes trouble et que nous soyons dans la prise en charge du problème. Et il ne faut pas accepter non plus que ce soit des pulsions, parce que les hommes peuvent très bien, voilà, on n'est pas des animaux, et les pulsions ne sont pas que on les éduque, on les éduque, bien sûr. Parce qu'il faut faire attention aussi aux mots qui sont employés. Et là, une pulsion, bon, c'est un peu. Non, quand je parlais du prédateur, je dis, c'est la pulsion du prédateur. Oui, mais bon, sauf que nous sommes des êtres humains et. Oui, mais on utilise le terme de pulsion pour les hommes aussi. Non, mais ceci dit, on travaille. Ils ont des pulsions. Ouais. On travaille, c'est. Oui, mais enfin, il faut pas non plus qu'on considère que ce soit quelque chose d'acquis et définitif et qu'on ne peut rien contre. Parce qu'il y a certains hommes qui peuvent très bien dire, bah oui, mais c'est une pulsion, alors j'ai pas pu faire autrement. Donc c'est. Mais on est d'accord. On dénonce les choses et c'est bravo d'avoir dénoncé ces choses-là de façon aussi élégante. Mais de manière élégante et puis de dire, il n'est pas question de cautionner le fait que les gens aient des pulsions et qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, mais il y a quand même quelque chose qui nous renvoie à un fonctionnement de l'être humain qui reste encore peut-être pas tout à fait inaccessible, mais voilà, sur lequel il faut travailler parce que justement, il y a des gens qui sont sous l'emprise de sentiments, de je ne sais comment les appeler si vous n'êtes pas d'accord avec le mot pulsion, mais enfin voilà, je trouvais que c'était intéressant d'interroger tout ça et voilà, donc pour montrer le genre de cinéma que fait Madame Bagoé-Dubosc, voilà, vous avez un extrait et c'est un film, à mon avis, qu'il faudra utiliser, il faut lui demander l'autorisation dans les écoles, travailler avec les petites filles, l'association Amévie, comment elle s'appelle? Oui. Amévie, qui travaille aussi sur le viol, l'inceste, ces problématiques très dures, très difficiles. Voilà. Alors, on va passer au deuxième volet, si vous voulez bien, de notre rencontre avec vous. Il s'agit donc de votre activité d'écrivain. Vous dites écrivaine ou écrivain? Moi, je ne sais pas. Il paraît qu'on dit écrivaine. On dit écrivaine. Ça m'est égal. Et vous, Catherine, féministe, qu'est-ce qu'on dit alors dans ces cas-là? Je crois que maintenant on dit écrivaine. Mais bon, une femme qui écrit, c'est très bien. Une femme qui écrit, il ne faut pas la mettre dans... Voilà. Donc vous avez commis 2 ouvrages, Buisson joyeux. On a... je les ai pas scannés. Vous voulez bien montrer à la caméra? Donc Buisson joyeux, vous voyez, non, là on voit le dos. Attendez, non. Non, c'est parce que voilà, voilà, comme ça, très bien. Vous voyez, Buisson joyeux que vous avez écrit en 2009, qui est publié chez Ibis Rouge.
Ce sont des romans. Et puis, Lucie Solitaire, qui est publié en 2014 chez l'Harmattan. Voilà. Donc, ce sont des livres que vous trouvez en librairie. Alors, qui se lisent sans difficulté. Vous allez nous en dire. Donc, j'ai demandé à Geneviève, à Catherine qui a lu Buisson Joyeux et à Geneviève qui a lu Lucie Solitaire, même les deux, de nous dire un petit peu leur lecture de ces ouvrages. Catherine. Moi, je pense que Buisson Joyeux, c'est un roman autobiographique où vous décrivez la vie d'une jeune femme dans les années 60 à Paris, avec toute une société qui est la société des années 60 à Paris, voilà, et qui a aussi quelquefois, de temps en temps, dans le livre, on voit la famille antillaise, on voit votre passage en Indochine, puisque vos parents votre père était militaire en Indochine, et puis on voit aussi l'évolution d'une jeune femme qui essaie d'avoir de la liberté dans un moment où c'était le début de la liberté pour les femmes, mais qui restait quand même très enfermées dans leur famille. Dans les années 60. Voilà, dans les années 60. Où on sentait déjà qu'on avait une envie de femmes libérées, de faire des choses, et malgré tout, la famille qui restait quand même très... Voilà. Bon. Oui, mais... Oui. Très soudée, qui est restée quoi? Très soudée? Très dominatrice par rapport aux femmes, et qui ne pouvaient pas vraiment faire ce qu'elles voulaient tant qu'elles n'étaient pas mariées, et à leur tour, et tant qu'elles n'avaient pas fondé leur propre famille. C'est la souffrance d'une jeune femme antillaise des années 60. Ça, c'est important, la souffrance, parce que elle vit dans une famille antillaise, en effet, mais avec un père extrêmement dur, qui est, à mon avis, et je le pense encore, pratiquement un tortionnaire avec ses enfants. Il les frappe, parce que les familles antillaises, les pères antillais, c'est vrai, les mères sont très sévères, à cette époque surtout, mais je ne sais pas s'il y a cette façon de frapper des enfants pour faire leur éducation, frapper à... C'est un standard chez nous. C'est un standard. Vous pensez à les coucher sur un lit, à aller dans le jardin, prendre une branche d'un arbre, la couper, la tailler, lui laisser plein de petits trucs qui vont piquer le corps et frapper. Oui, tout à fait. C'est quoi? Non, c'est un héritage de l'esclavage. C'est très direct. C'est incroyable. On l'a étudié, mais c'est un héritage de l'esclavage. Mais quand vous dites aux gens que cette manière qu'on a de corriger nos enfants nous vient de l'esclavage, ils ne comprennent pas, parce qu'ils vous disent ça fait 300 ans que c'est passé nous, mais ce sont des pratiques héritées des... Donc ça, c'est d'abord votre révolte, Clarisse. Oui, ça c'est ma révolte, la souffrance d'une jeune fille. Bon, on ne frappait pas les filles, nous étions 4 filles, on ne frappait pas les filles parce que mon père ne nous frappait pas. Mais les garçons, on les frappait. On les frappait, mais d'une façon sadique. Et jusqu'à maintenant, je ne l'accepte pas. Je ne l'accepterai jamais. Comment on peut, un père, vous n'aimez pas vos enfants quand vous les frappez comme ça. C'est pas possible. C'est pas possible. D'aimer des enfants, de coucher un gosse de 17 ans sur un lit, de frapper et de voir son corps saigner. Mais c'est... Et non, ça... Oui, c'est l'héritage de la plantation. Mais alors vous associez deux choses qui sont intéressantes, parce que chez nous, on vous dira, c'est parce qu'on vous aime qu'on vous tape à ce point-là. Donc ça, il faut comprendre justement comment les sentiments que portent les gens étaient dénaturés par la forme de socialisation qu'ils ont subie sur la plantation. Vous voyez, c'est pas évident de venir associer ces violences physiques à des sentiments qu'on porterait, soi-disant, aux enfants. C'est compliqué. C'est pour ça qu'on interroge
les coûts. Alors aujourd'hui, l'État a décidé qu'il ne faut plus taper les enfants, mais voilà, est-ce que dans nos mentalités, nous avons compris l'utilité de ne pas taper et de ne pas associer amour et brutalité? Après, on vous dira, les hommes battent leurs femmes parce qu'ils les aiment tellement. C'est aussi, c'est aussi des associations que nous faisons. Bon. Alors, et on entend parfois aussi les gens qui disent, moi j'ai été battue, je ne suis pas mort, donc ça m'a fait du bien. Et c'est pour ça que j'ai réussi. C'est pour ça que j'ai réussi, oui. Donc ça, c'est un aspect de l'ouvrage. Oui, je disais aussi que dans Buisson Joyeux, c'était d'autant plus dur parce que à l'époque, dans les 60, c'était l'époque où les jeunes commençaient à avoir leur journal, saluer les copains, tout ça. Donc, et puis voir qu'on est enfermé comme ça devait être vraiment dur pour vous. Quoi. Oui, et puis... parce que les jeunes s'émancipaient, ils avaient leur mode, les chemises à fleurs, c'était Antoine, je ne supportais pas d'être enfermée parce que j'étais une jeune fille qui avait envie de participer à tout. J'aimais bien participer à tout. Je suis encore comme ça, c'est pour ça que je fais plein de choses. Je voulais voir, je vivais dans les années 60 à Paris et je voulais aller danser, je voulais aller me faire courtiser. J'étais une fille normale, une fille normale. Donc être privée de tout cela, et d'être privée de tout ça uniquement parce que vous avez un père qui lui a la liberté de sortir et de laisser sa famille comme ça sans donner d'explication. Et quand il rentre le soir, il faut que les filles soient là, assises. Mais ça veut dire quoi tout ça? Oui, mais c'est une prise de pouvoir sur le sexe faible, Catherine. Mais oui, c'est tout à fait ça. Non, enfin bon, moi c'est pas comme ça que je l'ai lu le livre. Je n'ai pas vu que la violence du père. J'ai vu simplement, une jeune femme qui a une vie un petit peu compliquée, mais qui correspond bien à ces années-là, et que ça décrit bien pour moi l'ambiance de ces années-là dans ces familles-là. Alors, par contre, j'ai quelques petits regrets parce que j'aurais aimé entendre plus parler du système colonial autant en Martinique qu'en Indochine, puisque vous avez la chance de vivre aussi en Indochine dans la période coloniale, et vous, martiniquaise, puisque vous avez aussi maintenant cette vie ici, et donc vous connaissez très bien l'histoire. Donc là, j'ai ce petit regret beaucoup plus moins par rapport à l'entourage historique du roman, beaucoup plus que par rapport à la violence du père, comme vous dites, qui n'était pas envers les filles, mais plus envers les garçons. Donc bien sûr, il y a un épisode qui décrit cette violence extrême envers votre frère, mais pour moi, c'était pas la chose importante du livre. C'est pas comme ça que je l'ai ressenti. Voilà. Bon. Mais vous en avez parlé quand même en Indochine, disait comment que les Français qui colonisaient l'Indochine, comment ils traitaient je n'ai pas approfondi. Profondément, on va quand même en parler quand même. J'en ai parlé, oui, un petit peu. Oui, un petit peu, mais je suis restée quand même très en surface. Oui, et je rejoins Catherine quand elle dit que j'aurais pu en parler davantage, c'est vrai. Mais non, j'avoue que ça ne m'a pas effleurée, parce que j'avais besoin tellement de... C'est un roman, j'avais besoin tellement de sortir des choses qui étaient restées là, que voilà, c'est sorti. Hein. On peut dire, c'est lâché. Voilà, c'est lâché. On peut dire qu'il est autobiographique pour cette raison-là. Oui, moi, c'est pas une histoire romancée. C'est pas romancé. Non, c'est pas romancé. Voilà, c'est une autobiographie qui raconte. Alors, il y a cette vision de l'intérieur, la manière. Vous voyez, on a des lectures un peu différentes, mais c'est normal parce que Catherine avait des attentes, Clarisse voulait se projeter de l'extérieur, sortir ces choses-là, et vous, Geneviève? Moi, je n'ai pas besoin de ça. Moi, je l'ai vécu comme ça, je l'ai lu dans ce sens que vous voulez extérioriser le fait que vous avez une enfance quand même un peu brimée par un père vraiment autoritaire. Donc ça ne m'a pas manqué. Donc, mais une mère aussi, parce qu'on retrouve dans la porte qui claque un peu une situation similaire, c'est-à-dire la condition faite à la femme, mère, épouse aussi, qui est confinée au foyer et qui subit cette condition-là sans avoir le droit d'être aussi libérale comme monsieur. Mais ça, en ce sens-là, ce que dit Catherine, que c'est
comment vous dire ça, le reflet d'une époque, c'est intéressant, puisque on a, si vous voulez, une condition féminine dans laquelle la femme, ça ne signifie pas que c'est levé, que c'est terminé. La femme était, surtout dans les milieux petits bourgeois, il faut le dire, la femme était, parce qu'elle était à la maison, elle dépendait aussi des revenus du mari, etc. Dans les campagnes où les femmes sont autonomes véritablement, où elles ont à prendre en charge toute leur famille et leur foyer, eh bien, elles ne sont pas dans ces conditions-là. Au contraire, ce sont ce qu'on appelle des femmes ceci, femmes cela, enfin je ne sais pas les noms que nous avons inventés à la Martinique pour dire potomitan, malfemme, etc. Bon, tout ça, ça fait partie de notre lexicologie, c'est intéressant, mais la réalité sociale, quand on cherche à situer une époque dans une société, voilà, on trouve donc des éléments, des repères historiques, parfois géographiques. Vous avez parlé d'Antillais tout à l'heure. Moi, il me semble que ça se situe bien à la Martinique. Donc, ce sont aussi des repères géographiques, culturels. Donc, c'est ça pour quelqu'un qui ne vous connaît pas et qui lit, voilà des choses qui peuvent intéresser. Et sociologiquement aussi. Je voulais dire quelque chose quand même, parce que tout d'un coup, là, mon pauvre père, bon, il était pas sympa, mais c'était quand même un homme droit. Mon père avait 4 filles, et je dois dire que mon père ne nous a jamais touchés, jamais. Il n'y a pas eu d'inceste dans notre famille. J'en aurais parlé, je vous assure. C'est pas quelque chose qui m'aurait. Mais mon père était quand même quelqu'un qui. Parce qu'on peut penser qu'en ayant fait le cri, je peux avoir une non, mais je le dis parce que je pense à lui. Il va me dire les choses sur la Je le vois sur son canapé tout vieux quand il. Je suis un petit peu sous le coup de l'émotion, mais c'était. On n'a pas fait le. Il battait ses enfants, mais il était. Oui, non, on n'a pas. Mais il y a la question de la violence, des violences physiques, on ne les a pas spontanément associées aux violences sexuelles. Et on n'a pas fait de lien. Moi, vous voyez, vous en parlez, je n'ai pas du tout eu cette idée-là, mais dans la porte qui claque, la condition féminine qui est présentée là, est bien celle d'une femme qui n'a pas le droit de sortir et qui représente toutes les femmes de cette époque-là, de ce milieu-là, et voilà. Et qui était dans une mission silencieuse. Alors, ce qu'on retrouve vraiment dans vos œuvres là, c'est le thème de la violence qui revient, du racisme. Et quand Catherine vous dit qu'elle aurait aimé vous entendre parler davantage du cadre colonial, c'est intéressant. Poser la question de cette manière-là est intéressant. Mais on a vu que ça peut être l'objet de notre travail qui sera dans une autre dimension. Et puis le thème de la... Comment ? J'écrirai avec elle. Oui, le thème de la séduction. Le thème de la séduction, vous parlez beaucoup de la sensualité de vos personnages et ils sont tous dans ce rapport. Les filles, on les sent beaucoup dans ce rapport avec soi-même qui est un rapport de... C'est de la séduction. Je ne dis pas qu'elles sont allumeuses ou etc. Elles sont vraiment dans une sorte de féminité à fleur de peau, mais une féminité qui est une révélation identitaire, une manière d'être là, une manière d'être au monde, d'exister, et puis qui fait partie de soi, mais aussi qui rejaillit sur l'environnement. Alors ça m'a frappé. Parce que parfois ça n'est pas c'est pas que ça n'est pas nécessaire, mais c'est une vision de la femme qui n'en fait pas un objet, qui n'en fait pas une femme objet, mais qui en fait quelque chose de très marqué par cette sensualité. Et ça, on le ressent beaucoup. À côté du racisme que vous évoquez, vous repoussez ça loin de vous, vous ne l'explorez pas. Par contre, la séduction, tout ça, vous entrez dedans, vous lui donnez une place. C'est un personnage dans les films et dans les romans. Voilà, ça c'est vous. Vous l'avez dit, vous accordez beaucoup d'importance à... Oui, moi, c'est tout à fait moi, oui. Parce que j'accorde beaucoup d'importance à la séduction. Oui.
pas seulement la séduction de la femme, mais la séduction en général. Je trouve que ça fait partie de la vie. Je trouve que les hommes et les femmes, moi, ça ne me gêne pas du tout, la sensualité de femmes. J'ai été interviewée à Paris par une jeune femme journaliste très intéressante qui m'a dit, êtes-vous choquée par la nouvelle danse, la Zumba, où on remue les fesses, je crois que c'est ça. Oui. J'ai dit non, ça ne me choque pas. Les gens font ce qu'ils veulent. S'ils ont envie d'aborder la séduction en remuant leurs fesses, moi ça ne me dérange pas. Non, la séduction, je trouve que la séduction est importante. Je pense qu'on est tous... Aujourd'hui, je suis séduit par Juliette, je suis séduit par Catherine, je suis séduit par Geneviève. C'est de la séduction pour moi. Séduction pour moi ne veut pas seulement dire homme et femme. C'est ça. Je veux séduire Catherine, je veux séduire Juliette, je veux séduire Geneviève. C'est ça la séduction pour moi. Non, mais quand je parlais, c'est une dimension de votre œuvre qui est très travaillée. Et je ne dis pas envers qui pour qui elle est travaillée. Est-ce que c'est pour l'autre sexe ou c'est pour l'alter ego ou c'est pour... c'est une dimension de vos personnages et cette présence, on la sent, elle est travaillée dans vos scénarios et c'est important parce que j'ai rarement vu des films où ce personnage-là apparaît de cette manière-là. Et je le traite en personnage parce que je traite cette qualité, cette dimension-là parce que ça prend la place. C'est-à-dire qu'on ne peut pas regarder vos films si, même lire ce film, enfin moi j'ai lu Buisson joué, le roman, sans sentir cette présence forte. Et je veux dire, ça renvoie aussi à une image de soi. Tiens, on nous a dit de ne pas trop en jouer quand on était femme, enfin jeune femme. Oui. On nous a l'éducation judéo-chrétienne. Parce qu'en fait, dans votre refus-là, je sens bien que vous balayez d'un revers de main cette éducation judéo-chrétienne qui nous a enfermés dans des corsets, qui nous a empêchés de sentir cette féminité qui était question justement de corseter, d'empêcher d'exister. Et vous l'avez libéré. Et vous dites éducation religieuse, machin, judéo-chrétienne, voilà. Je trouve beau. C'est vrai que des camps qui se meuvent, comme on le voit dans la Zumba ou dans d'autres choses, si on enlève les connotations sexuelles et religieuses, c'est magnifique. Et je vous dis que c'est très difficile à faire parce que je me suis dit, j'ai toujours regardé ça comme un exercice compliqué. Bon, ah oui, c'est compliqué, mais j'ai surtout fait un travail d'anthropologie sur ce remuement du bassin chez les Noirs, parce que je me disais, non, parce qu'on vous disait que ce sont à la limite des putes ambulantes, etc. Mais comme j'ai toujours gardé la vision anthropologique, je voulais comprendre d'où cela venait, et j'ai trouvé, mais vraiment, après des années de recherche, que chez les Africains, se remuer le bassin, c'était faire, si vous voulez, cette espèce de gymnastique à la moelle épinière, vous vous rendez compte? Ce qui est dans la colonne vertébrale. Donc en se secouant, on secoue sa moelle et on se revigore. Et je crois que c'est parce que c'était un trait central qu'après la déportation des Africains, nous avons gardé ces traits-là. Et quand vous regardez dans le carnaval et dans la Zumba et dans d'autres choses, ce bassin qui bouge beaucoup et qui nous rappelle des actes très sexuels, stéréotypés sexuels ou sexués, en réalité, c'est un atavisme africain culturel qui avait une fonction très importante. Et on l'a vu dans le film qui était présenté par la région, qui s'appelle Batuk et qui a été filmé au Cap-Vert. Ah, ouais, voilà. C'était vraiment le Batuk, qui est une danse oui, c'est ça, voilà, oui. Qui est issue d'Afrique et qui se continue aujourd'hui au Cap-Vert. Et c'était vraiment, là on remue bien le bassin. On remue bien le bassin. Alors, comme le bassin est tout près des fesses, ça inquiète nos personnes. Ce que je voulais dire, c'est que ce phénomène de séduction que vous portez vraiment, pas à l'extrême, mais très très fort, et on le sent beaucoup dans le livre, comme on peut le sentir aussi dans les films, ça laisse de côté l'aspect racisme, puisque quand vous décrivez les différents employeurs chez qui vous avez pu aller et qui ne vous ont pas accepté,
parce qu'en fait, on a l'impression que c'est votre séduction qui ne nous a pas séduit, en fait, beaucoup plus que le fait que vous soyez de couleur qui n'a pas été accepté. Alors ça, c'est un petit peu, vous voyez, mais pour moi, c'est voilà, j'étais belle, j'étais jolie, j'étais attirante, j'étais ceci, j'étais cela. Ah oui, mais j'étais noire. Mais vous le dites à peine, ça. C'est un peu comme ça que je l'ai lu. Ah oui. Contrairement à Parce qu'il y a je pense qu'il y a deux employeurs chez qui vous aviez été, vous êtes présentés et qui ne vous ont pas... Des Sanges. Moi j'étais, oui en effet, j'étais j'ai appris la coiffure dans une école à Paris où j'ai passé un concours. Il y avait 750 élèves présentés, on en prenait 75, je faisais partie de ces 75. J'étais une des meilleures de cette école. Bon, j'étais jolie comme beaucoup de jeunes filles, j'étais jeune, j'avais 20 ans, j'avais un certain raffinement. Et je pense que ce monsieur Dessanges, qui est mort maintenant il y a 5 ans, parce que je m'étais dit un jour j'irai le voir, parce que ça m'était resté là. Et quand il m'a dit j'avais fait là, il avait fait passer sur un journal des annonces comme quoi il cherchait des jeunes filles pour coiffer dans ces nouveaux salons. Il démarrait à l'époque. Et moi je m'étais présentée, mais en étant persuadée que je serais prise. Et on était une dizaine de jeunes filles à essayer sur des modèles. Et moi, j'avais fait une jolie coiffure parce que c'est vrai que dans ce métier, j'ai fait mon métier d'une façon très artistique. J'étais vraiment très, très douée. Et toutes les jeunes filles qui rentraient dans son bureau sortaient en disant « Ah, ça y est, il m'a pris, je vais travailler là ». Et j'avais trouvé que ce qu'elles avaient fait sur leur modèle n'était pas sympa. Et moi, je me suis dit, il me garde pour la fin parce que moi, c'est la plus jolie coiffure. Quand il m'a dit « Je vous prends pas », j'ai dit « Mais vous ne me prenez pas, pourquoi ? Parce que vous êtes noire et que... Le jour où il va pleuvoir, aujourd'hui vous êtes bien coiffée, vous avez votre chignon, votre petit chignon, vous êtes très mignonne, très bien. Mais le jour où il va pleuvoir, vous allez arriver avec des cheveux crépus. Et après je me suis dit, mais quelle imbécilité, franchement. Le jour où il va pleuvoir, vous allez... maintenant, mais c'est ridicule. Oui, mais c'est pour cela que le défrisage à chaud était peut-être en vogue à ce moment-là, et monsieur avait déjà étudié. Alors j'ai dit, écoutez monsieur, je n'ai aucune réponse à vous donner. Vous ne voulez pas de moi, je m'en vais. Puisque je suis noire et je serai toujours noire. Toute ma vie, je serai noire. Bon, moi ce que je veux qu'on présente quand même quelques tableaux de Clarisse, parce que vous voyez aussi au plan de l'art quoi, pictural, oui. ce qu'elle produit. Maintenant, vous êtes passé donc d'une écriture, de l'écriture romanesque à théâtrale et à l'écriture du film. Hein, vous avez expliqué qu'écrire un scénario, c'est pas du tout écrire un roman, c'est très difficile, très différent. Un scénario de pièce de théâtre s'écrit comme un scénario de cinéma. De cinéma, voilà. Donc c'est une écriture de théâtre, par exemple, que vous avez apprise à travers l'écriture cinématographique. Oui, absolument. D'accord. Alors, on va passer au dernier volet avant, parce que l'émission, je vous ai dit qu'1 heure et demie ne suffira pas. C'est dommage. C'est dommage. Mais je voudrais que vous nous montriez quelques images de... Voilà, c'est ça, ici. On en voit. Dans la peinture de Clarisse. Hein. Si vous voulez dire des petits mots, Clarisse. Oui, si on vous vous voyez, c'est toujours des femmes. Ça, c'est un quartier populaire. Enfin, là, les quartiers populaires m'intéressent beaucoup. J'aime bien les gens authentiques, populaires. Je sais pas si et puis c'est un lieu de l'enfance, Oui, c'est un lieu d'enfance, parce que ma grand-mère, la mère de ma mère habitait Sainte-Thérèse, et quand on vivait en Martinique tout petit, jusqu'à l'âge de 6 ans, j'allais chez ma grand-mère à Sainte-Thérèse, dans cette petite maison qui était une maison en bois, avec plein de défauts, mais tellement de charme aussi. Donc je reprends beaucoup ces thèmes de quartier populaire, un petit peu des fenêtres un peu, on a l'impression qu'elles vont tomber. Oui, c'est ça. La précarité, un habitat très précaire. J'aime bien. Ça, c'est deux femmes. Ce tableau s'appelle « Suivons-nous ».
Il y a une première femme qui fonce, et il y a une deuxième plus timide qui la suit. C'est mon thème, les femmes, voilà. Ça, c'est un abstrait, une fenêtre d'une maison. Voilà, merci à la technique. Alors, vous avez commenté, je ne suis pas sûre que les téléspectateurs aient entendu ce que vous avez dit. Oui. Est-ce que vous voulez d'abord nous dire, vous êtes entré en peinture, si on peut parler ainsi, il y a une douzaine d'années, un peu plus? Il y a une dizaine d'années. Une dizaine d'années? Une dizaine d'années. Quand j'ai terminé parce que j'ai eu un salon de coiffure à la Galeria, et j'ai perdu mon mari, j'étais toute jeune, j'avais 39 ans. Et il fallait que je lève mes 2 filles, qu'elles fassent des études. Donc, à partir du moment où j'ai senti que mes filles, comme je dis souvent, avaient pris le train, c'est-à-dire avaient démarré, Camille dans une école de cinéma et Julie dans un cours de théâtre, je me suis dit, bon, maintenant je vais m'occuper de moi, je vais peindre. Parce que, vous savez, ce métier de coiffure qui me colle à la peau, parce que je vais vous raconter très vite une petite anecdote. Quand j'ai commencé à peindre, j'avais tellement bien fait mon métier de coiffeuse, que chaque fois, la première expo que j'ai faite en 2009, les gens ne croyaient pas. Ils ne voulaient pas penser que Clarisse peignait. Alors chaque fois qu'on venait voir mes tableaux, on venait me voir, surtout moi, et on sortait dans son porte-monnaie, regardez la coiffure que vous m'aviez fait, comme c'était bien, regardez, et on ne regardait pas mon travail. Je me disais, mais quand est-ce qu'on va plus avoir dans son porte-monnaie les coiffures que j'ai fait? C'était terrible, et ça me collait à la peau, et quelque part, c'était bien, parce que je l'avais bien fait, mon métier. C'est pour ça que... Mais pour m'en débarrasser, c'était difficile. Donc après, je me suis dit, bon, je vais m'accrocher. Elles vont regarder mon travail et puis me montrer la photo qu'elles ont dans leur portefeuille de la dernière coupe que j'ai faite, de la dernière... Jamais personne n'a pu me faire cette coupe. Jamais personne. Donc vous disiez que vous... Je ne sais pas si je l'ai lu ou c'est une idée qui m'est venue. Vous peignez, mais... vous exposez, ou vous peignez et vous exposez. Ce sont 2 choses très différentes. Alors, j'ai une galerie d'art, qui est la galerie d'art Toute Couleur, qui est une galerie où j'expose des peintres. Mais la facilité pour moi, ce serait d'exposer que mon travail, mais ça ne m'intéresse pas, ça. J'expose des peintres et de temps en temps, je me glisse et j'expose mon travail. Donc, je suis peintre, je peins, et j'expose aussi le travail de certains peintres que j'ai choisi. D'accord. La ligne picturale que j'ai choisie. D'accord. J'ai vu que vous avez fait au moins 4 grandes expositions. Il y en a une actuellement. Mais oui. Vous avez fait Femme de Bout. J'ai fait Femme de Bout. Quartier. Folie douce. Raison perdue. Voilà, Raison perdue. Okay. Et donc actuellement, vous avez dit qu'il y en a une à... En ce moment, je suis à la Galerie Toutouleux où j'expose moi-même pendant un mois, du 4 mars au 4 avril, du 4 mars au 4 avril, et j'expose mon travail. J'ai 22 toiles. 22 toiles. Donc c'est une galerie qui se trouve au Trois-Îlets, c'est ça? Qui est au Trois-Îlets, au village de la Poterie. Au village de la Poterie, mais allez-y, chers téléspectateurs, voir, peut-être rencontrer aussi Clarisse, discuter avec elle, et puis voilà, lui dire qu'on vous a donné envie de voir ses films, de lire ses livres, et puis de la suivre aussi en peinture. Qu'est-ce que vous faites passer en peinture, Clarisse? Vous avez un message ou c'est juste un débordement? Je fais passer Buisson Joyeux, je fais passer Lucie Solitaire, voilà. Je fais passer tout ça dans mes tableaux. Les femmes, la souffrance des femmes, et puis leur sensualité encore, la sensualité. Et vous êtes... leur lumière, vous êtes inclassable. Vous êtes inclassable pour ceux qui auraient la tentation de... Quand vous m'avez posé la question, vous pensez à de l'abstrait ou au figuratif? Non, je suis un mélange. Je travaille surtout sur l'émotion. Je ne suis pas braquée sur l'abstrait parce que je trouve que c'est un petit peu des fois difficile, pas très... Les gens restent là sans savoir exactement ce qu'ils voient, mais je ne suis pas non plus contre. À partir du moment où il y a de l'émotion, où il y a une composition dans la couleur et dans la forme qui me plaît, voilà. Je ne peins qu'au couteau, je termine au pinceau, mais je ne dessine jamais, je ne fais jamais de dessin, je travaille directement sur la couleur avec mon couteau. Et à partir de ce tableau, de ce que j'obtiens, c'est assez magique. Je lâche la toile pendant 2-3 jours
Je crois que beaucoup de peintres font ça. C'est pas uniquement moi. Et quand je reviens, je sens des formes. Et c'est souvent des formes de femmes, des visages de femmes. À ce moment-là, je mets ce visage en évidence. Quand j'ai bien senti. Et quel sens ça peut avoir d'avoir cette obsession de la femme chez vous? Cette obsession de la femme, c'est cette obsession de ma mère. J'avais quelque chose de très fusionnel de ma mère. Et je pense que ma mère est une femme qui a souffert avec mon père. Et je ne sais pas, la question je me la pose souvent, mais je n'ai pas d'autre réponse. Je pense que j'aime beaucoup les femmes. J'aime beaucoup l'amitié féminine. Je ne suis pas homosexuelle. Mais ça n'empêche pas. Non, mais je le dis. Non, vous avez le droit de dire que vous aimez les femmes sans qu'on pense que vous êtes homosexuel. J'aime bien la compagnie des femmes. J'aime avoir des copines. J'aime de temps en temps téléphoner à mes copines. Allez, on se fait un petit repas, on est 4. J'aime parler avec des femmes. J'aime beaucoup des femmes. Mais j'adore les hommes aussi. Hein. Non, mais on n'a pas à savoir, à juger. Alors, vous êtes dans un département de votre vie privée qui vous appartient et on respecte, enfin moi en tout cas, je respecte ça. Ce qui est intéressant, c'est, oui, vous avez une obsession des femmes parce qu'on a vu beaucoup d'autres de vos tableaux. J'ai envie que les femmes se défendent un peu, qu'elles sortent de là. Ce qui m'énerve le plus, c'est quand je vois à la télé des femmes battues. Je ne supporte pas de voir des femmes, et voilà, les femmes battues, elles ont toutes la même attitude comme ça. Je supporte pas. Alors Catherine, qu'est-ce qu'on fait? Non, mais bon, je pense que bon, c'est sûr, on ne supporte pas de voir les femmes battues et ça, personne ne peut le supporter. Et c'est pour ça que l'Union des femmes fait beaucoup de démarches et beaucoup de... Voilà, pour arriver à dire à ces femmes-là... ce que vous faites. Mais non, mais il faut dire à toutes ces femmes-là, osez parler, on est là, on vous écoute. Ah, oui. Et c'est vraiment ça. Mais bon, de se sentir femme, c'est une très bonne chose. Et je pense que dans tout ce que vous faites, on sent bien que vous êtes une femme. Et vous êtes une femme qui dit les choses et qui ose dire la sensualité, la fragilité et en même temps la force. La force, beaucoup. Oui, oui. Parce que derrière ça, même sur sa manière d'envisager le racisme, comment? Il y a toujours un questionnement, jamais une acceptation. Et comment on a pu me rejeter moi? J'ai parlé au début de la confiance que Clarisse a en elle, et peu importe, hein, elle vous a dit qu'elle a quitté l'école très tôt, que ceci, que cela, mais c'est une vie de battante et elle n'a jamais vécu cette scolarité peut-être qui peut être considérée comme inachevée. Elle n'a jamais vécu comme un échec. Elle l'a dépassé ça à travers beaucoup d'autres initiatives que ceux qui ont fait de très grandes études ne réalisent jamais, ne prennent jamais. Voilà. Donc c'est une vie de femme en fait qui est bon, aujourd'hui on n'est pas à la journée de la femme, mais une vie de femme qui parle à tout le monde, pas seulement aux femmes, mais aux hommes également, aux jeunes aussi, qui est de refuser les déterministes enfermement, refuser aussi d'entrer dans le jeu de la société qui veut bien sûr tout contrôler et dire là je te mets, reste-y parce que ça me permet d'avoir la vie, les choses simples, voilà. Et puis toi je te mets dans cette case-là et vas-y, reste-y. Et Clarisse est une brouilleuse de cartes, mais brillante, elle brouille brillamment. Elle brouille brillamment. Donc voilà, c'était, puisque notre émission va bientôt se terminer, je voulais donc, Geneviève, vous voulez... Oui, mais j'ai pas eu le temps de parler de le roman, Lucie Solitaire. Mais oui, mais quand je vous ai demandé de parler, allez-y, Claire. Bon. Je vous laisse alors. Non, je disais, donc Lucie Solitaire, bon, c'est vrai que on retrouve beaucoup la séduction hein, dans ce livre-là, qu'elle est toujours dans cette position-là de vouloir séduire déjà son demi-frère plus ou moins, après son patron. Et puis c'est une femme aussi très volontaire, elle est pas debout, elle sait où elle va, elle est battante quoi. Et elle joue la séduction, surtout parce qu'elle sait qu'elle est belle, elle attire les regards. Chaque occasion pour elle, c'est
Elle s'en rend une compte coquette. après elle s'en rend pas compte tout de suite. Non, oui, c'est quand elle est partie, quand elle a quitté là. Parce qu'au début, c'est une petite jeune fille bien tranquille, hein, sa campagne du marigot avec papa et maman. Et puis c'est quand elle a quand les parents sont morts. C'est les regards des autres qui font penser. Il faut voir qu'elle est une belle femme et tout ça. Donc une fois qu'elle a quitté la Martinique, elle va se servir de cette beauté pour arriver. Pour arriver. Et c'est là que je disais le petit côté que je n'aimais pas, mais enfin bon bref, c'est. Allez-y. Le petit côté que je n'aimais pas, c'est qu'elle se servait de sa beauté pour avancer. J'ai vu cet homme-là, il a remarqué qu'elle plaît, donc je vais m'en utiliser pour atteindre mes objectifs. Voilà. Il y avait autre chose parce qu'on m'a fait signe qu'il faut arrêter l'émission. Je disais beaucoup, c'est le racisme aussi, vous en parlez aussi dans ça. Ah oui. Puis il faut dire qu'il elle a beaucoup de secrets. Et puis son secret, justement, qui est lourd, vraiment lourd à porter, parce qu'elle est responsable. Il ne faut pas dire, parce que non, il faut lire montrez-le aux téléspectateurs. Voyez, chers téléspectateurs, il y a un gros secret dans cette œuvre qui est tout à fait le contraire du premier buisson joyeux. Donc lisez-le si vous en avez. Voilà, vous découvrirez le secret de Lucie. Alors, chers téléspectateurs, on va devoir se séparer parce que la petite lumière nous a déjà signalé que le temps est passé. Je demande à Clarisse en dernier. Alors Geneviève, dites-nous un petit mot de fin aux téléspectateurs. Clarisse, je l'admire parce que moi je dis que c'est une femme plurielle. Voilà. Elle est vraiment une femme plurielle. C'est un qualificatif que je lui attribue parce qu'elle peint, elle fait du cinéma, elle écrit. C'est formidable. Elle est une femme complète. Voilà. Et Catherine? Moi j'étais très contente de vous rencontrer et puis de pouvoir dialoguer un petit peu pour aller plus loin dans le travail que vous faites. Hein. Et Clarisse, qu'est-ce que vous dites? Moi j'étais très contente de participer à cette émission et de faire encore des rencontres. Voilà. Voilà, chers téléspectateurs, j'espère que vous avez eu aussi autant de plaisir que nous et que vous allez... donc l'émission sera diffusée mercredi, c'est quoi, le 12, et puis le lundi d'après, donc faites savoir à vos amis que voilà, vous avez découvert Clarisse Bagoé-Dubosc, qui est une femme plurielle, comme l'a dit Geneviève, et une femme passionnante, en même temps qui est très ouverte et qui continue d'explorer parce qu'elle n'a pas fini de produire. Donc on lui souhaite de nous donner encore beaucoup d'autres œuvres d'aussi grande qualité. Voilà. Merci.